Notre conférence sur le thème de mieux comprendre les aidants pour mieux les accompagner. Pour chacun d'entre nous, soignants à domicile, nous savons l'importance du rôle des aidants et nous percevons de manière certainement très parcellaire leurs difficultés au quotidien. Nous savons combien ils sont un pilier indispensable pour le maintien à domicile et nous avons vraiment le devoir de prendre soin d'eux et d'être attentionnés à leurs besoins. Dans le domaine particulier de celui de l'accompagnement en soins palliatifs, la définition des soins palliatifs de l'OMS parle des aidants, nous dit que nous accompagnons le patient et son entourage. Ça fait donc intégralement partie de notre rôle de soignant que d'avoir cette attention pour ces personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Madame Françoise Sariban de l'Association française des aidants, association créée en 2003 qui a elle-même accompagné un proche pendant près de 20 ans. Cette association, depuis sa création, milite pour la reconnaissance du rôle des aidants dans la société particulièrement. Cette année, le 6 octobre 2021, aura lieu la 10e journée nationale des aidants. Déjà beaucoup de chemin parcouru et encore beaucoup à parcourir. Je laisse donc la parole à Mme Sariban pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors, puisque Madame a déjà présenté l'Association française des aidants, je vais enchaîner sur l'équipe. Voilà, alors l'Association française des aidants, c'est une équipe avec une nouvelle présidente, Gwenaëlle Tual, un bureau dont je fais partie de 3 personnes, 8 salariés, un stagiaire et un doctorant. Et ensuite, c'est aussi, voilà, on voulait vous montrer que nous avons des actions partout en France, dans votre région et en dehors de la France. Alors, les aidants, qui sont-ils? Puisque c'est la question qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, les aidants, c'est un homme qui accompagne sa femme atteinte d'un cancer, une maman qui accompagne son fils en situation de handicap, un fils de 50 ans qui accompagne ses parents âgés. Quels sont les points communs entre ces 3 exemples? On peut repérer quelques points de repère. D'abord, le caractère non professionnel de l'aide. L'aide que fournit l'aidant, ce n'est pas une aide professionnelle salariée, ce n'est pas non plus un travail bénévole. C'est un accompagnement qu'apporte gratuitement, je dirais, quelqu'un de la famille ou proche de la famille. Il est important aussi de retenir l'origine de la situation. La situation est toujours liée à une maladie ou à un handicap. Quelle est la nature de l'aide apportée? Donc là, je vais citer une définition. La personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide, elle peut être régulière, prodiguée de façon permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, notamment le nursing, le soin, l'accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, la vigilance, la coordination, le soutien psychologique, les activités domestiques, enfin bon, toutes les activités qui s'intègrent dans la vie quotidienne. Important aussi de retenir la régularité de l'aide apportée. Par exemple, vous téléphonez à votre parent âgé une fois par semaine et vous le prenez chez vous 2 week-ends par an, vous n'êtes pas dans une situation d'aidante. L'aidant, c'est quelqu'un qui accompagne dans une régularité. En revanche, la distance et la cohabitation ne sont pas des critères. Certains aidants peuvent être loin, mais gèrent le quotidien de leurs proches dans divers aspects, ou certains aidants
qui ont un proche en établissement continuent à gérer le suivi médical, prendre le parent pour des vacances ou bien tout ce qui concerne les vêtements. Alors maintenant, quelques chiffres. Voilà. 8,3 millions de personnes sont des proches aidants. L'âge moyen est de 52 ans, 11% des aidants ont moins de 30 ans et 57% sont des femmes. Des chiffres mis à jour d'une étude de l'adresse montrent que 4 millions de personnes s'occupent de personnes âgées. On peut encore retenir que dans 91% des cas, les aidants aident une personne, mais 7% peuvent aider 2 personnes et 2% plus de 2 personnes. Quand on parle de 8,3 millions de personnes à partir de 16 ans, on voit qu'au-delà de la dimension privée, il y a une dimension sociétale dans l'aidant. En ce qui concerne l'emploi, 47% des aidants occupent un emploi, 7 sont au chômage, 33% sont retraités, 13% sont dans un autre statut comme étudiants ou femmes au foyer, et 8% n'occupent pas d'emploi et déclarent ne pas en occuper précisément parce qu'ils aident un proche. À propos des proches de personnes de plus de 60 ans au domicile, la moitié des aidants sont retraités et 40% sont encore en activité. Voilà. Les aidants de l'ignorance à la reconnaissance. Une des problématiques des aidants, c'est de sortir de l'invisibilité. Et donc, comment peut-on sortir de l'invisibilité? Alors, déjà, on peut parler des reconnaissances. Mais bon, il y a de multiples reconnaissances. Il y a la reconnaissance dans le fait que l'on vous remercie. Il y a la reconnaissance qui légifère. Il y a celle qui donne des droits. Mais quand elle vous donne des droits, elle vous assigne aussi à une tâche. Donc, il faut rester vigilant sur la question des statuts parce qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et nous, associations, on ne voudrait pas qu'on assigne l'aidant à un rôle. La place. L'enjeu de l'aidant est de trouver une juste place entre lui, la personne qui l'accompagne et les professionnels de santé. Et enfin, l'aidance va impacter tous les registres de la vie de l'aidant. Elle va impacter la sphère familiale, l'économie familiale, la vie des couples, l'activité des professionnels. L'activité professionnelle, je pense que, dans d'autres études, on montre que beaucoup d'aidants demandent à travailler en temps partiel. Voilà. Elle va impacter les relations entre les intervenants professionnels, elle va impacter les coûts. Donc, quand on veut soutenir les aidants, il s'agit de s'attacher à connaître leur vie dans sa grande diversité, pour les écouter et les observer, pour entendre les points de vue des uns et des autres et tenter de prévenir l'épuisement plutôt que de le constater. Il est nécessaire aussi de clarifier de nombreux points, par exemple la quantité et la qualité de l'aide apportée par les proches, la pertinence de confier des soins techniques à des proches, est-ce que c'est si judicieux ? La qualité de vie des uns et des autres, comment essayer de la respecter, et l'équilibre des places entre les intervenants professionnels et les proches aidants. En conclusion, on ne décide pas d'être aidant, on le devient quand tout d'un coup le handicap ou la dépendance s'invite dans le cours de notre vie. Merci beaucoup pour cet enseignement, en tout cas cette expérience qui pointe effectivement à beaucoup de difficultés, beaucoup de points de vigilance. Maintenant, nous vous proposons donc la deuxième partie autour de 2 tables rondes. Une première sur le quotidien d'un aidant et le deuxième sur le soutien
aux aidants. Rien de mieux que d'écouter ceux qui sont réellement confrontés à la situation. Et plutôt que de parler à leur place, nous allons les faire parler et nous remercions très sincèrement et profondément tous ceux qui ont accepté d'être filmés, de revenir pour certains sur des situations passées comme aidants d'un proche décédé depuis. Donc nous allons écouter maintenant 6 témoignages d'aidants, dans un premier temps sur leur quotidien, avec une table ronde après avoir écouté ces films, puis un deuxième temps sur le soutien aux aidants où ils vont nous dire ce qu'ils en pensent, puis une deuxième table ronde où de part et d'autre des questions pourront être posées. Tout d'abord, nous, on ne se considère pas comme aidants, on se considère comme parents. Aidant familial, c'est pouvoir faire tous les besoins de ce qu'a besoin ma fille pour qu'elle puisse vivre dans le confort. C'est mettre entre parenthèses un petit peu ma vie de retraité. Sacrifice, oui, mais en fait, non. Mais je dirais, en ce qui me concerne, être droit dans ses bottes. Je ne me vois pas abandonner mon épouse. Mais en fait, pour moi, c'est aidant, c'est naturel. L'aider au maximum, d'être là tout le temps, jour et nuit, et d'être à 100%. Selon la progression de la maladie, ça change un peu. Beaucoup même. L'aidant, je pense que c'est quelqu'un qui sait avoir un arrêt sur image face à la maladie de quelqu'un, à la détresse de quelqu'un, à la fragilité de quelqu'un. C'est essayer de compenser sa perte d'autonomie en étant présent, enfin, en faisant les gestes qu'il ne peut plus faire et en l'accompagnant du mieux possible. Un aidant, c'est celui qui s'occupe de la personne pour le bien-être, pour le moral, pour plein de choses, même si on y laisse des plumes. Non, on n'a pas été aidant par choix. Les 3 enfants sont à la maison, on les aime tous les 3 pareil, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui soit placée et pas les autres. C'est les 3 pareils. On n'a jamais parlé de placer Cristal. Non, jamais. C'était une évidence. Oui. Un choix, oui. Oui, parce que j'ai décidé depuis longtemps, je dirais même depuis le début, que jamais mon épouse irait en EHPAD. Je me sentirais quelque part coupable d'abandonner la personne que j'aime, on va dire ça comme ça. Oui, c'était un choix de de part. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez l'HAD, mais ma mère ne voulait pas quitter sa maison. J'ai pas de frère et j'ai pas de sœur, donc c'était moi j'étais toujours là, toujours matin, midi et soir et nuit. On s'est occupé de moi quand j'étais petite, donc je vois pas pourquoi je m'occuperais pas d'elle. J'ai été la compagne de mon mari pendant 53 ans. Donc c'est une continuité de notre vie. Alors c'est pas un choix, on peut pas parler de choix, c'est une continuité de la vie, un accomplissement de notre couple. Ça n'a pas été une contrainte, même si je ne savais pas à quoi je m'attendais, même si ça n'a pas toujours été facile, c'était vraiment mon choix. Je ne le regrette sûrement pas. C'était pour moi un choix parce que j'estimais que Jean-Louis avait besoin de moi et que ça ne le ferait pas autrement. J'ai appris toutes les choses qu'il fallait faire. Les techniques, parce que on ne s'improvise pas non plus, même si j'avais des prédispositions. Moi, j'aurais voulu être infirmière. Ça commence entre 6h du matin et ça se termine vers 22h. Ça continue un peu la nuit parce qu'on dort d'une oreille. S'il y a un bruit, soit monsieur se lève, soit madame se lève. Tout est fait en étapes. La changer, c'est en étapes. C'est lui donner ses cachets, c'est lui mettre à l'alimentation. C'est pas mal de choses dans la journée. Donc, c'est très rythmé en fait. Oui. Mais c'est tout le temps la même chose tous les jours en fin de compte. Donc, c'est un planning.
qu'on a fait. En fait, c'est plus qu'une journée, c'est 24 heures. Parce que il n'y a pas de temps mort. Et je dirais que dans la nuit, je vais entre 2 et 3 fois la voir si elle dort. Je discute avec elle. C'est compliqué parce que la plupart du temps, elle ne me répond pas. Ou elle sourit, ou j'arrive à la faire rire. Il y en avait plusieurs, hein, des dents, celle du début et celle de la fin, c'était pas tout à fait la même. Il faut s'occuper de la maison aussi un petit peu, il faut préparer à manger, surtout que ma mère était une excellente cuisinière, elle disait toujours que moi je cuisinais mal. La maladie est venue progressivement, donc progressivement les choses ont changé un peu. Une journée, c'est lourd dans la mesure où maintenant je suis toute seule à assumer le quotidien. Donc il y a, je dirais, 70% de la journée qui est assez lourde, qui sont assez lourdes, et puis 30% que j'essaye de conserver pour mon mari, en fait, pour qu'il ne se sente pas quand même pesant, qu'il soit... puis qu'on ait aussi encore du plaisir à être ensemble. Après, c'est être disponible quand le malade a besoin, toute la journée, quoi. La nuit, se lever plusieurs fois pour le changer de position, voilà. Ça faisait partie d'une journée des dents, voilà. Il ne faut pas que les dents aillent trop loin aussi dans sa fatigue. Oui, il faut essayer de savoir dire quand on ne peut pas le faire. Il faut toujours être à l'heure, quoi. Oui. Ce que j'ai le moins apprécié, c'est toujours l'horaire, quoi. Oui. Et c'est très stressant. Et puis de ne pas penser à soi. Il faut être positif dans la vie, il ne faut pas passer notre vie à se plaindre d'avoir une enfant handicapée. C'est comme ça, donc on le vit bien. Et puis, c'est tous les jours les mêmes jours, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Il y a longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux, quoi. Donc là, il faut qu'elle se libère un peu aussi, parce que rester toujours à la maison, c'est pas évident pour la maman. C'est pour ça que là, elle a pu partir avec ses sœurs, j'étais content, mais c'est vrai que lui, il peut pas. On peut pas tous les deux faire quelque chose, parce que par rapport au centre, par rapport à tout ça, on peut pas, quoi. De toute façon, oui, bien, parce que d'abord, j'étais auprès de ma mère. Puis je trouve qu'on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Ça s'impose, quoi. Pour moi, c'est naturel, c'est une obligation, une obligation. Mais je regrette pas, et puis si c'est à refaire, je le ferai. Je me pose pas trop de questions. Je me dis, le matin quand je me lève, je me dis, ça va être lourd, mais on est encore ensemble, on va pouvoir passer une journée ensemble. Après, on verra. En ne posant pas trop de questions sur... oui, voilà, en essayant de faire chaque jour du mieux possible, profiter des bons moments. Bon, après, évidemment, il y a eu des mauvais moments, mais bon, après, ça fait partie de l'accompagnement. Ça aurait duré plusieurs années, physiquement, je ne sais pas, oui, voilà, si ça aurait été... ça aurait été sûrement plus difficile. C'était difficile d'en parler parce qu'on n'a pas envie, évidemment, voilà, que ça s'arrête. On n'est jamais prêt pour ce genre de choses. Je dirais les 15 premières années. On pouvait sortir, on pouvait faire ce qu'on voulait, on allait là où on voulait, enfin. Mais ça se passait bien. Pour moi, c'était des belles journées, mais à 60 ans, ça a été fini, ça. Donc là, ça a été plus compliqué. C'est usant, quoi. Ouais, faut quand même l'avouer, quoi. Même quand on le fait de bonne volonté, puis t'as pas trop envie de dire je peux pas ou. J'espère quand même que voir un petit peu l'avenir un peu tous les deux, parce qu'on en a besoin. On se dit on prend de l'âge, on vieillit. On a fait quoi dans notre vie? Ça a été 80% pour Cristal. On ne peut pas imaginer qu'un jour, bien qu'ayant quelqu'un avec vous, vous soyez contraint au monologue. On se débrouillait déjà, quand Cristal était petite, on se débrouillait déjà de nous-mêmes. Donc après, on a eu de la chance d'avoir la Chadé, parce que ça devenait compliqué pour nous par rapport à Cristal, par rapport à son handicap. Mais c'est vrai que tes parents s'occupaient de Cristal, donc on était déjà dans le bain, on va dire. Mais non, à la longue des jours, j'aurais pas cru que c'était comme ça, peut-être. Voilà. Il y a beaucoup de papas qui s'en vont
quand il y a des la problèmes plupart. comme ça. La plupart des gens qu'on connaît qui ont un enfant handicapé, le père est parti. Et lui, non. Non, lui... J'ai pas à partir, c'est ma c'est un fille. papa en or. Voilà. Je préfère le souligner, je le dis, et voilà. Imaginer comme je l'ai fait, non. Mais imaginer que je la laisserais pas partir, je savais qu'elle ne voulait pas partir à la maison de retraite, ou que c'était son choix, que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup sa maison, qui ses affaires, ses collections, ses trucs, tout ce qu'elle pouvait garder. Et un jour, j'ai imaginé ou te laver les fesses, ou bon, en effet, on est comme ça. Hein. On n'imagine pas, on laisse le projet nous guider et puis on le suit. Je ne m'étais pas fait d'idée à l'avance que ça allait être comme ça, comme ça. Évidemment que je me posais bien des questions, mais bon, après, je dirais que les choses se sont faites doucement, puis après peut-être naturellement, voilà. Je l'avais imaginé, mais j'avais pas imaginé que on oublie que on vieillit l'un et l'autre. Tout à fait. Et ça, je l'avais pas anticipé, si on peut dire. Oui. Et puis, ça affiche un coup dans le moral aussi, quoi. Est-ce que j'avais imaginé ça? Quelque part, oui, mais pas aussi vite. Pas de façon aussi violente et rapide. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas besoin. Bonsoir. Du coup, c'est à nous, première table ronde sur le vécu et le quotidien des aidants. On peut dire, après ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir, que les aidants, ce sont les aidants qui en parlent le mieux. Je crois qu'on a tous été scotchés par ces témoignages. Juste pour dire, il y avait des conjoints, il y avait des enfants et des parents. Et ça, c'est important. Ça nous semblait important aussi, ce soir, d'avoir la parole des professionnels du domicile qui travaillent au quotidien avec les aidants. Alors, on a invité ce soir, et on remercie d'avoir accepté cette invitation, 2 auxiliaires de la DMR, Sabine et Céline, Esther, infirmière libérale à La Roche-sur-Yon, et puis Pauline, psychologue à la Chadie. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de vous faire réagir chacune par rapport à ce que vous venez d'entendre, et puis par rapport à votre regard, à vous, par rapport à votre propre profession. Je vous propose qu'on commence par les auxiliaires de vie. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous êtes les professionnels les plus polyvalentes intervenant au domicile. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. Sabine, ça fait 20 ans, vous m'avez dit, plus de 20 ans que vous êtes auxiliaire de vie à la DMR. C'est ça. Et donc, forcément, moi, j'ai envie de vous dire, avec vos lunettes de 20 ans, et ce que vous venez de voir, comment vous pouvez nous dire ce que vous ressentez du vécu et du quotidien de ces aidants? C'est ce qui a été vu dans les vidéos et ce qui est ressenti le plus. Je pense que Céline pourra confirmer. C'est ce qu'on constate, l'épuisement des aidants. Bien souvent aussi, l'aidant malheureusement décède avant le conjoint malade. Et ce qui est aussi peut-être un peu moins aujourd'hui, mais le manque d'informations. Il faut vraiment qu'ils aillent à la pêche aux infos pour savoir quelles aides ils peuvent avoir, etc. Surtout quand c'est au début de la maladie, où il n'y a pas forcément... c'est compliqué d'avoir les informations, de savoir les aides dont ils peuvent avoir besoin, etc. Est-ce que vous œuvrez au quotidien avec les aidants autour du patient? Ça dépend si c'est un accompagnement pour que l'aidant puisse souffler ou si c'est un accompagnement, une aide au niveau du domicile qui va aussi desservir à l'aidant. Ça dépend de l'aide apportée. Voilà. Les jours sont rythmés, il y a des fois plusieurs interventions par jour et chaque intervention est ciblée selon le besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est est-ce qu'il vous arrive de travailler avec l'aidant, c'est-à-dire l'aidant en binôme,
autour de lui. Ça peut arriver si, à la fin de la maladie, des fois on peut avoir des difficultés, si on ne peut pas avoir de binôme avec des services de soins ou infirmières, où là, oui, on va demander de l'aide à l'aidant pour soit mobiliser la personne, etc., pour pouvoir réaliser les soins. Et ça, vous le vivez comment ? C'est compliqué parfois de demander à l'aidant parce qu'on sait qu'ils ont besoin de souffler. D'accord. Alors des fois, on a les binômes avec les collègues qui se mettent en place de plus en plus et plus facilement. Donc, allez-y, Céline. Oui, tout à fait. Ah. Si. C'est bon. Oui, c'est ce que je rejoins Sabine. Oui, c'est vrai que ça arrive voilà, qu'il n'y ait pas du coup le SIAD et du coup on intervient à deux et tout de suite c'est plus même, je pense, pour l'aidant parce que c'est vrai même s'il a sa place, il sait peut-être pas trop. Donc nous, du coup, mais c'est important. Alors vous, Céline, vous m'avez dit que ça faisait à peu près 2 ans que vous étiez auxiliaire de vie à la DMR, mais vous avez été dans une autre vie, aide-soignante en EHPAD. Donc forcément, le domicile, le rapport avec l'aidant, il n'a rien à voir. Rien à voir avec. Alors comment il est ce rapport avec l'aidant ? Alors là, c'est vrai qu'en institution, j'avais pas. Enfin voilà, on était vraiment avec la personne qu'on s'occupait. C'est vrai que la famille était quand même, on la voyait, mais c'était pas, à part vraiment voilà, les fins de vie. C'est vrai que j'ai assisté à des fins de vie. Des fois, les gens étaient tout seuls ou en famille. On était quand même omniprésents. Ils avaient, jour comme la nuit, ils avaient besoin de nous. Mais c'est vrai que le domicile, c'est complètement différent. Et là, j'ai envie de dire, on rentre vraiment on est dans la famille, quoi. L'institution, c'est complètement différent. Là, on est vraiment, on rentre dans leur maison, c'est leur lieu de vie. Enfin, vraiment, c'est un autre regard. Mais vraiment, ce que j'ai envie de dire, quand on arrive, ils nous attendent, quoi. On sent que nous voir arriver, c'est vraiment. Je pense que voilà, on n'a pas la même relation. Enfin voilà, on est l'extérieur, mais c'est tellement pour eux. Et là, ils ont besoin. Alors là, on sent qu'il faut parler, il faut évacuer. Je suis sûre que des choses qu'ils nous disent à nous et qu'ils ne disent pas à leur entourage, ça c'est certain. Donc on est un petit peu voilà. Vous avez un rôle d'écoute. D'écoute, complètement. Hyper important très à important. travers toutes les tâches du quotidien, Tout en fait. Tout à fait. Ouais. Que ce soit du nursing, l'entretien, enfin n'importe quoi. On est vraiment là. Et est-ce que ça peut être parfois difficile, justement, d'être cet écoutant ? Oui. C'est pas... Voilà, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas... On n'a pas de réponse. Des fois, ils nous posent des questions, ils veulent... Nous, on n'a pas les réponses, donc c'est plus quand même dans l'écoute. Mais et c'est vrai qu'après, quand on sort de la maison, il faut continuer. Et des fois, c'est dur. Ouais, c'est dur. Merci pour ces premières... Mais Céline, vous aviez peut-être une réaction directe par rapport à la vidéo ? Toutes les vidéos, c'est un petit peu notre quotidien. Après, toutes m'ont pas, je peux pas réagir sur toutes, mais il y en a certaines où oui, je me suis retrouvée. Et, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est, je pense qu'on fait notre travail. Nous, on y va vraiment de. Mais on le fait avec plaisir. Voilà, c'est vraiment un choix. Ouais. Et j'ai envie de dire, on a du cœur. Le cœur. J'ai envie de dire le sourire, même si ça se voit pas, parce que malheureusement, il y a le masque. Mais je pense que les gens le voient quand même, quoi. Et ça, c'est important. Justement, pour favoriser l'écoute, oui. Qu'ils sentent vous arrivez avec plaisir. Avec plaisir, complètement. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, Sabine ? D'accord. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe la parole à Esther, infirmière libérale. Alors, du coup, Esther, ce qui est intéressant, toi, c'est par rapport aux auxiliaires de vie. Toi, tu es soignante. Et donc, c'était lunettes de soignante au domicile auprès du patient et des aidants qui nous intéressent ce soir. Avec ta première réaction peut-être à la vidéo et ensuite ton quotidien, s'il te plaît. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, j'ai regardé cette vidéo fort intéressante. Effectivement, on a eu, comme on a dit, des parents, on a eu des époux, des épouses. Donc, un quotidien déjà très intimiste, parce que du coup, il y a le rapport de l'enfant par rapport à la mère, il y a le mari et la femme. Donc, il y a déjà une blessure, puisqu'en fait, des personnes qui vivent ensemble depuis très longtemps et qui malheureusement se retrouvent frappées par la maladie ou la mort, le quotidien, et pas seulement la maladie. Avant la maladie, il y a
tout un processus d'apprentissage de la maladie finalement. Puisqu'en fait, le patient, enfin la famille, l'aidant en face, doit s'adapter non seulement au bouleversement psychologique, affectif, émotionnel, enfin j'en passe, de son mari ou de son enfant qui est malade. Donc il y a déjà ce rapport de difficulté, de complexité, d'adaptation, et adaptation vite parce que ça nous bouleverse, on rentre dans un autre cadre, on n'est plus dans la même dimension, c'est-à-dire on avait une dimension qui était simple, routinière, et là on se retrouve brutalement, je pense que le mot est même trop faible, on se retrouve percuté dans son intimité, dans son corps, et c'est une espèce de forme de deuil qu'on doit donc s'apprivoiser pour pouvoir justement accompagner nos chers et tendres, nos aidants. Et effectivement, quand on écoute la vidéo de tous ceux qui témoignent, donc les aidants, on se rend compte qu'ils sont là pour leur famille, pour leur enfant, mais finalement, eux, ils se retrouvent comme il disait qu'il fallait trouver la frontière pour sa posture par rapport au quotidien de la maladie. Donc nous, moi en tant qu'infirmière, quand on rentre déjà dans une dimension comme ça, qui est déjà actée, fatiguée, épuisée, on doit déjà trouver sa place. Ça, c'est assez difficile parce qu'on rentre, comme ma collègue disait, une sphère intimiste qui est déjà créée. Donc nous, on apporte effectivement, on vient avec bienveillance, empathie, mais on ne sait pas comment réagissent les personnes qui nous reçoivent. Donc il faut y aller doucement, il faut trouver sa place, trouver aussi les mots justes, parce que ce sont des gens qui souffrent. Donc, ils ont besoin d'être apaisés, finalement, intérieurement, psychologiquement, affectivement, émotionnellement. Enfin, c'est un bouleversement qui n'est pas du tout... qui est très dimensionnel, qui est très complexe. Et donc, l'infirmière arrive avec sa petite trousse, son petit sac, et essaie de s'improviser, de rentrer dans la sphère intime et paramédicale. On a plusieurs casquettes. On arrive, comme le disait la collègue, effectivement, avec le sourire, parce que je pense que ça apaise, même si le masque, entre guillemets. Mais on arrive avec quelque chose pour pouvoir rentrer. Ça, déjà, la première chose, c'est rentrer. C'est-à-dire demander la permission de rentrer dans cette sphère-là. Ça, c'est des choses assez délicates. Et c'est vrai qu'avec l'HAD, je vais nommer l'HAD, parce que c'est vrai qu'avec l'HAD, on a les moyens. Quand on a besoin, on peut appeler, on a un téléphone, la nuit, le jour, quand les patients vont se confier à nous, on peut justement remonter l'information et nous-mêmes, on arrive à être soutenus, donc on soutient mieux les dents. Puisque l'HAD a aussi des moyens, donc on a des associations, on a pas mal de choses. Donc voilà, notre travail, c'est d'apporter, de rentrer, de comprendre, d'analyser pour pouvoir mieux prendre en charge les aidants et aussi nos patients. Est-ce qu'Esther, tu as l'impression que quand tu arrives dans une situation où déjà l'aidant était très impliqué, est-ce que parfois il avait lui-même pris une place de soignant? Complètement. Et il a une place de soignant, mais il n'en est même pas conscient. Parce que c'est, comme disait, il y a une dame qui disait, une des personnes de sa mère, elle disait, mais c'est comme une évidence, c'est normal que je ne laisse pas ma mère aller en structure. Parce qu'elle était ainsi, parce qu'elle était ceci. C'est profond, c'est une normalité, comme ils disent. Il n'y a pas à réfléchir pour ça. C'est tout à fait normal. Et oui, effectivement, on peut se retrouver. Et nous, on doit quand même trouver une place. On doit trouver une posture pour pouvoir permettre à l'aidant de comprendre qu'il est aidant et d'essayer d'être pas plus que ça. Parce que c'est déjà lourd d'être aidant. La posture d'un aidant, c'est son quotidien qui est bouleversé, c'est tout le temps. Donc, on doit apporter effectivement un soutien, mais vraiment montrer qu'on peut aussi prendre le relais, comme nos auxiliaires de vie, nos collègues, les psychologues, etc. C'est pour ça que nous, soignants, on est là aussi. On doit vraiment sentir que, sans être trop brusque, parce que c'est des gens qui connaissent leur famille, on va dire le patient, parce que moi je parle du patient, l'aidant connaît, donc il est là aussi pour regarder, pour veiller si la forme d'empathie que lui il a pour son proche, nous aussi, on a quand même
forme d'empathie pour pouvoir justement pénétrer et puis accompagner et soutenir. Tu sens du soulagement quand tu arrives, surtout au fur et à mesure des visites où les patients et les aidants apprennent à te connaître. Est-ce que tu sens ce soulagement? Alors le soulagement, on ne le sent pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que la personne a besoin d'observer, l'aidant, pardon, a besoin d'observer et a besoin de temps. Parce que comme justement l'aidant est tout le temps au quotidien, elle n'a pas suffisamment de recul pour dire tout de suite, elle va me soulager. Non, je pense qu'il faut prendre un certain temps, il faut donner le temps à l'aidant de nous accepter, de voir comment on réagit dans une situation donnée, de voir comment on glisse en fait, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie, en douceur, parce qu'on a des personnes qui sont affectées psychologiquement, qui sont blessées et des fois même qui sont dans un processus de deuil. On sait tous que c'est long, c'est des processus qui sont effectivement très longs à mettre en place. Donc, quand on arrive, on laisse le temps que la personne accepte. Et à ce moment-là, nous, avec nos connaissances, le recul de soignant, qu'on arrive justement à percer pour pouvoir bien prendre une relation de confiance, mettre une relation de confiance en place et se dire après qu'il va effectivement plus tard avoir un soulagement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Donc, je vais... D'accord, merci. Je vous en prie, laissez la place à ma collègue. Alors, merci Esther. On va donner la parole à Pauline. Pauline, qui est une de mes collègues à Chadé, psychologue depuis quelques années à la Chadé. Oui, ça commence à faire. Et intervenant essentiellement sur les situations de soins palliatifs. Alors, ce qui est intéressant dans cette table ronde de Pauline, c'est d'avoir ton regard de psychologue qui rencontre énormément de patients et énormément d'aidants sur justement ce vécu, ce quotidien, ce ressenti des aidants. Donc, bonsoir à tous, tout d'abord. Donc, effectivement, ce qu'on observe, et d'ailleurs la vidéo le traduit très bien, c'est que finalement, être aidant, c'est un métier à temps plein. On sent que finalement, toute l'attention, toute la vie, elle est construite autour de la maladie de ce patient, de ses aléas, des annonces médicales, des bouleversements et des changements. Et que finalement, l'aidant est vraiment en lien direct avec comment va être le patient. Comment vous dire ça? C'est vraiment l'idée qu'il faut faire preuve d'une adaptation qui est vraiment, des fois même au jour le jour, notamment dans des situations palliatives. Exemple, tout récent qui date d'hier, je rencontre une patiente, la fille d'une patiente, qui me dit qu'elle venait de voir sa mère qui était extrêmement mal, très douloureuse, très souffrante, demandant même à ce qu'on trouve un bouton pour que tout s'arrête. Donc voilà, la fille était vraiment démunie, très mise à mal par rapport à ça. Et le lendemain, donc moi je revois la dame, et là la dame beaucoup mieux, apaisée, et là à nouveau dans un élan de vie, envie de partager des moments avec sa famille. Et en fait, ce qui peut être éprouvant dans ce que traduisent aussi les aidants, c'est des espèces de montagnes russes finalement, où à chaque fois on ne sait pas toujours sur quel pied danser, il faut toujours finalement s'adapter à l'autre et essayer de s'ajuster. Et ça effectivement, ça peut être très éprouvant. Alors là, effectivement, on est plus sur une situation de patients ayant une maladie, étant en fin de vie. Après, dans le cas d'une maladie un petit peu plus chronique, un peu plus qui évolue sur le long terme, les choses peuvent se vivre différemment. Ça peut être, par exemple, observer les pertes qui se créent au fur et à mesure. Donc effectivement, ça peut être dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, où plus ça va, plus la relation s'amenuise, plus le contact avec le proche s'efface, s'étiole, et que finalement l'aidant se retrouve aussi dans cette observation où finalement il doit faire un peu le deuil au jour le jour de son proche, ou en tout cas de la relation telle qu'elle a été, et avec tout ce que ça peut susciter derrière aussi, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ces bouleversements, il y avait une dame qui disait ça, que finalement être aidant, c'est finalement c'est s'attendre finalement à l'inattendu. Finalement, c'est ça. Tout le temps être dans cette préparation-là, dans cette anticipation-là, comme quoi on ne maîtrise rien finalement. C'est surtout ça. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué, puis la vidéo le retrace bien. Il y a vraiment ce lien finalement de dépendance où l'aidant devient expert de son proche, où il le connaît très bien, mais il se sent aussi en responsabilité.
Donc d'où ce que tu disais aussi, Esther, la complexité pour faire confiance aussi et déléguer aussi ce rôle ou admettre d'autres soignants qui vont prendre un peu cette place-là aussi. Il y a une dame qui disait ça, qui accompagnait son mari qui avait une maladie de Charcot, à un stade déjà bien avancé, qui disait « nous avons la maladie ». Et effectivement, la formulation, sur le coup, m'a un peu interpellée. Et quand je la voyais fonctionner, parce que c'est vraiment de cet ordre-là avec le patient, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le monsieur, en plus, il était sous respiration, sous VNI en permanence. Donc, il faisait un petit signe de la main. Hop, la dame comprenait qu'il avait soif ou qu'il avait besoin d'être repositionné. Enfin, il y avait vraiment une espèce de chorégraphie minutée et qui était propre à eux, en fait. Et c'est là où on se rendait vraiment compte que ce monsieur, sans la présence de cette dame, il ne pouvait presque pas survivre. Il y avait vraiment ce lien-là et ce rôle qui était vraiment central, en tout cas. Et toutes ces difficultés-là. Après, tu l'as un petit peu évoqué, Esther aussi, c'est que finalement, cette confrontation à la maladie, c'est déjà vraiment une perturbation dans le lien à l'autre, dans la dynamique relationnelle et familiale. Parce que, par exemple, si on accompagne un conjoint avec la maladie qui évolue, les rapports plus intimes, plus affectifs s'effacent. Des fois aussi, même dans les changements de conversation ou d'intérêt, où il y a une perte aussi de cette communication qui peut être possible, ou de cet intérêt commun, où effectivement, c'est compliqué de retrouver l'autre à ce moment-là. Et il y a une espèce de deuil qui se fait au fur et à mesure face à ces pertes-là. Et aussi, des fois, la difficulté qu'on rencontre aussi beaucoup, c'est finalement aussi quand le patient ne chemine pas au même rythme que l'aidant. Et que là, des fois, il y a notamment de la part de l'aidant des attentes d'une certaine conversation, de certains échanges, et que l'autre n'est pas du tout dans ça, ou ne peut pas pour X ou Y raison, soit parce que la maladie ne le permet pas, soit parce qu'il a mis en place aussi des défenses et que c'est trop difficile de nommer ça. Et ce qui fait que ça peut créer une espèce de décalage ou de frustration, où il peut y avoir ces difficultés à se rejoindre finalement par rapport à ça. Et un autre aspect aussi, qui n'a peut-être pas trop été évoqué dans les vidéos, mais qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est la culpabilité chez les dents. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, c'est-à-dire, par exemple, un aidant qui peut vous dire qu'il s'en veut parce qu'après avoir été sollicité pendant 5 fois dans la nuit pour une histoire de repositionnement, il a pu s'agacer auprès de son proche et se dire j'aurais jamais dû, c'est pas de sa faute, je sais bien qu'il fait pas exprès, mais en même temps montrant à quel point il est épuisé en fait et qu'il n'en peut plus, mais qu'il peut pas s'autoriser à le dire parce que c'est pas lui qui est malade finalement et qu'il se doit. Il y a cette notion-là aussi, un peu de devoir moral aussi par moment. Il se doit d'être là, il se doit de l'accompagner. Et là, des fois, effectivement, c'est toutes ces difficultés-là qu'on retrouve aussi. La difficulté aussi, des fois, de pouvoir s'autoriser à continuer de vivre, c'est-à-dire s'accorder, par exemple, un petit peu de temps pour maintenir une activité comme la marche ou autre, ou voir des amis, alors que l'autre ne peut plus, avec toujours ce sentiment un peu d'abandon qui peut être là. Et c'est vrai que c'est tous ces ajustements qui sont à faire, qui sont source de cheminement, d'où l'importance effectivement du rôle de chacun, en fait, de pouvoir mettre sa petite pierre à l'édifice et de pouvoir aider et accompagner en douceur, comme tu disais, à accepter aussi de pouvoir se dégager un petit peu de temps, de s'autoriser à prendre soin de soi, parce qu'on observe aussi beaucoup ça, c'est une espèce d'oubli de l'aidant, une espèce de négligence où il s'oublie complètement parce que la priorité c'est l'autre, mais à quel prix? C'est ça aussi. À quel prix? Et que finalement, parfois aussi, pour pouvoir être au mieux ou mieux accompagner le patient, c'est de pouvoir aussi, à ce qu'on l'aide à prendre soin de lui finalement, et lui donner ces moyens-là aussi en face. Et que voilà, même s'il y a toutes ces difficultés, par contre, ça, je trouve ça quelque chose d'intéressant dans ce qui ressort dans la vidéo, c'est qu'on voit aussi à quel point ces aidants en ressortent grandis. On sent qu'il y a eu des moments à part qui se vivent, des choses fortes aussi dans ce temps d'accompagnement, malgré les difficultés rencontrées aussi. Merci Pauline, merci. Et merci à toutes les quatre. Je pense que vos témoignages montrent que, justement, c'est bien on voit la place centrale de l'aidant auprès du patient, mais c'est bien aussi les interventions des uns et des autres qui vont étayer un peu tout ça et faire qu'on va pouvoir accompagner le mieux possible ces situations compliquées. Là, on a eu des beaux exemples de situations particulièrement compliquées, mais effectivement avec des gens prêts à en parler. On a soulevé aussi la question, on s'est dit qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas et ne voulaient pas parler de choses qui pouvaient être
avoir été trop difficile aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les quatre. Là, nous allons passer à la deuxième vidéo qui, du coup, va laisser la parole aux mêmes aidants, mais sur la dimension du soutien dont ils ont besoin, du soutien qu'ils ont, qu'ils voudraient avoir. Et puis, donc, il y aura l'installation de la deuxième table ronde autour de Frédéric. Voilà. Merci à tous et bonne continuation. Soutenu financièrement, on ne va pas se plaindre. Hein. Voilà, je pense qu'il y a assez d'aide au niveau de l'État. Soutenu moralement, peut-être pas. Je pense pas. Je pense que les coups durs, on se les fait tous les deux. On y arrive. Mais pour des personnes qui seraient plus fragiles que nous, ils ne tiendraient pas le coup. Je pense qu'il n'y a pas assez d'aide au niveau soutien psychologique. Une personne de confiance qui pourrait vraiment s'occuper de Cristal quand on a besoin de s'aérer, on va dire. Parce que jusqu'à maintenant, c'est, on va dire, ma fille qui a pris ce rôle-là, mais c'est pas son rôle. Elle a 25 ans. Au départ de la maladie d'Alzheimer, vous êtes obligé d'aller à la pêche un petit peu à tout ce que vous avez droit. J'apprends qu'elle pouvait participer à un protocole. Après, j'apprends que le département peut me soutenir dans différentes tâches au travers de la DPA, je crois. Et après, j'apprends que j'ai droit... mais tout ça, c'était par bribes. J'apprends que j'ai droit, que mon épouse a droit à une carte de stationnement. J'apprends que, arrivé à un certain stade, on a droit à la carte de mobilité inclusion qui va nous donner droit à une demi-part supplémentaire aux impôts. J'ai jamais eu au départ, si vous voulez, un listing qui m'a dit, voilà, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie de votre épouse, vous aurez droit à ça, ça, ça. Et ça, c'est dommage, parce qu'on est obligé d'aller à la pêche, et en fait, on ne sait pas où on va. J'avais quelqu'un qui répondait au téléphone, et j'avais quelqu'un qui arrivait, je savais qui arrivait. Donc ça, c'est un soutien, mais extraordinaire. Quand j'ai vu la mise en place, j'ai trouvé ça remarquable. J'ai trouvé remarquable et je trouve toujours remarquable. Des attentions, disons, la compassion, disons, d'une façon naturelle, la gentillesse, tout y est. Nous, au niveau des soins et au niveau de l'accompagnement, on se sent complètement porté. J'ai droit à un congé proche aidant, voilà, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même bien que tout ça soit mis en place. Mon employeur était tenu de me reprendre. D'aller faire les courses tous les deux, quand Océane a gardé Cristal. Mais c'est que ça, hein, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. J'ai moins de scrupules à partir, faire mes courses, à faire de la marche un petit peu le matin, qu'avant je n'osais pas parce que je ne voulais pas la laisser. Donc je mets une vidéo de Johnny qui sont assez longues, ça me permet de partir faire la marche et de revenir. Le soutien, un petit peu quand même, les enfants quand même, on a des enfants qui plaient leur grand-mère et une famille. J'étais à fond dans ce que je faisais, donc j'avais pas le temps de penser. Je pensais à me ressourcer, c'était elle avant et moi après. J'ai mon jardin m'apporte beaucoup. Il est tout petit, mais on demande beaucoup d'entretien, donc je pourrais le faire avec mon dos, ça ira. Et puis mes petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants,
un de 11 ans et une petite fille de 5 ans et demi. La conversation avec mes cousines. La conversation avec mes cousines. C'est très important. Le fait d'avoir justement l'accompagnement, là, comme on disait avant, qu'il y ait du personnel qualifié aussi pour la socio-esthéticienne, enfin tout ça, toutes ces choses qui ont été mises en place. Après, le fait aussi d'avoir quelques heures pour me libérer moi. Mais c'est important de prendre un peu l'air, faire quelque chose. Je partais en cure pour mes jambes, là, 3 semaines. Ça, c'était mon ressourcement. Mais dans l'ensemble, ça se passait pas trop mal et je me tâchais de me prendre une autre semaine dans l'année, quoi. Je dois tenir. Parce que si je tiens pas, hein. Trouver une masse pour ma fille, pour pouvoir se libérer. Une masse ou un autre. Ouais, quelque chose, quoi. Mais je sais pas. Des masses plus médicalisées pour les cas comme Cristal. C'est ce qu'il faudrait. Non, les dents, oui. Laisser un petit peu de temps à les dents pour aller s'oxygéner la tête un petit peu. Bon, enfin, faire des courses. C'était un peu... Allez, on va faire des courses à Leclerc, on va changer d'air. Je ne sais pas, respecter peut-être, oui, le plus possible le choix du malade. Bien veiller à ce que les dents ne s'épuisent pas, quoi. Au moins avoir des gens réceptifs autour et qui comprennent que la situation. Je pense qu'au niveau de l'État, aujourd'hui, il y a un manque de reconnaissance des gens qui s'occupent de personnes malades. Comme il y a un manque de reconnaissance tout court au niveau du bénévolat en France. Le meilleur remède pour votre épouse, c'est son confort. Oui, ben qu'on nous aide un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Rebonsoir. Après ces témoignages toujours aussi précis et émouvants, on va discuter maintenant avec des organisations qui sont à même d'apporter leur soutien aux aidants. Donc d'abord, complètement à ma gauche, Charline Vinet, donc qui vient de l'association Le Nid des aidants. D'abord, un compliment pour le nom, parce que Le Nid des aidants, le jour du bac français, une allitération, ça fait du bien, c'est une bonne idée. Ensuite, Françoise, qui nous a déjà rejoint tout à l'heure, donc qui représente l'Association française des aidants. Et puis enfin, Lucie Merrière, qui est assistante sociale à l'HAD Vendée. Alors, donc l'idée, c'est on va vous donner la parole à tour de rôle pour essayer de dégager ce que vos organismes peuvent apporter comme soutien aux aidants, en commençant peut-être par Charline. Bonsoir. Merci pour le compliment. Le Nid des aidants. Alors, le Nid des aidants, effectivement, donc c'est une plateforme d'accompagnement et de répit. C'est un dispositif, un dispositif qui est dédié à l'accompagnement des proches aidants, qui du coup est présent sur une partie de la Vendée aujourd'hui, qui est intégralement financé par l'Agence régionale de santé et qui permet pour les aidants de bénéficier d'un espace. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Nid. L'idée était de se dire, finalement, dans la conception des choses, les besoins des aidants et dans ce que j'entends dans les vidéos, c'est avant tout le besoin d'écoute. Et se sentir reconnu, c'est ce que disaient les soignantes quand on intervient en fait dans un système de fonctionnement, c'est compliqué. C'est compliqué pour les aidants de se dégager du temps. Donc nous, l'idée, c'est qu'ils puissent nous saisir pour avoir cet espace. Et donc, on va les recevoir d'abord individuellement, en entretien. Et ensuite, on va leur proposer différentes solutions d'accompagnement, à la fois sur le volet conseil et finalement ressources qu'ils peuvent aussi trouver sur le territoire, parce que c'est parfois un amalgame de beaucoup de choses et qu'ils sont très vite perdus, de par aussi leur épuisement, qui leur permet de moins mobiliser leurs ressources. Donc pour nous, le Nid, c'était de se dire, finalement, on va essayer de mobiliser les ressources de l'aidant pour qu'ils puissent retrouver une forme d'énergie et être à nouveau à l'impulsion de certaines choses, puisqu'on ne peut pas faire à la place. On accompagne, mais il faut qu'ils puissent se sentir pour ça suffisamment sécurisés.
Donc un peu le principe du nid. Quand j'y viens, je suis finalement confortable. Et quand j'en ressors, j'ai un peu grandi. Voilà un petit peu une présentation générale du dispositif. De mon côté, je trouve que c'est un sujet... Alors moi, j'ai atterri dedans il y a 3 ans maintenant. Finalement, on m'a dit il faudrait mettre en place ce dispositif sur la Vendée, qui n'existait pas. Alors évidemment, l'accompagnement des aidants, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font. C'est pour ça aussi qu'on travaille en collaboration, et notamment avec l'HAD, mais aussi des organismes comme les ADMR ou tout autre service d'aide. L'idée étant qu'on est bien tous complémentaires autour de ce binôme aidant-patient, et que pour l'aidant, avoir un espace dédié, ça lui permet aussi de se dire, finalement, j'ai le droit de déposer, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire, et puis parfois, j'ai des limites. Parce que ça m'apparaît extrêmement important de pouvoir aussi accepter à un moment donné que parfois je ne peux pas aussi. Et ça participe aussi au fait de pouvoir passer le relais, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc on a sur le dispositif toute une partie coordination, une partie plutôt psychologique où il y a une psychologue qui accompagne les aidants dans leur parcours, à la fois dans la relation d'aide, comment je me sens, comment je l'aperçois, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui peut-être de lâcher aussi, qu'est-ce que j'ai envie de garder. Et puis on a toute une partie aussi collective sur le dispositif sous forme d'ateliers, où on est notamment en partenariat avec des organismes comme l'Association française des aidants pour déployer des formations des aidants et pour aussi proposer des ateliers de répit autour de différentes approches type relaxation, art-thérapie, socio-esthétique, pour avant tout prendre soin de soi. Moi, il y a quelque chose que je leur dis toujours, c'est un aidant qui ne prend pas soin de lui, c'est un aidant qui aura de la difficulté à prendre soin de l'autre. Donc ça commence déjà par ça, et puis après on voit. On a entendu parler de culpabilité, de scrupules. Comment vous faites pour qu'ils soient à l'aise quand les aidants sont chez vous et qu'ils ne pensent pas au fait que leur personne chère et à ce moment-là ne les voit pas, même si elle n'est pas seule, parce que j'imagine qu'on peut toujours s'arranger pour que pendant ces périodes elle soit accompagnée. Comment vous gérez cette problématique-là avec eux, notamment pour la première fois et la première rencontre? Alors, en fait, on est un dispositif, on est principalement orienté par les professionnels. On a finalement très peu d'aidants qui arrivent par eux-mêmes sur le dispositif en disant « voilà, je suis aidant, j'ai compris, j'arrive ». Souvent, ce sont quand même des professionnels, nos partenaires, qui ont incité, entre guillemets, l'aidant à se faire aider aussi. Donc déjà, il arrive avec une confiance en se disant ça a été prescrit par mon médecin ou j'ai une assistante sociale qui m'a orientée. Du coup, je viens là, je ne sais pas trop ce que je vais y faire. On a souvent aussi ça, ils ne s'attendent souvent pas à ça. Et puis je crois que la base, c'est l'écoute. On commence déjà par laisser l'aidant parler. Et ça, du coup, c'est extrêmement important. On a un temps, l'entretien dure à peu près 1 heure. Et on va déjà écouter ce qu'il a à nous dire. Donc au tout départ, il nous parle beaucoup de son proche. Et puis finalement, on va recentrer l'entretien sur « d'accord, j'entends, bien sûr, mais et vous ? Et vous, comment vous allez ?» Et parfois, c'est une question, les aidants, ça ne leur est pas toujours posé, malheureusement. Parfois, ils se sentent un peu pas pris en compte ou peu pris en compte. Et finalement, quand on leur dit « et moi, comment je vais ?» ils prennent le temps de se poser et ça faisait peut-être longtemps que je n'y avais pas pensé, en fait. Et du coup, on va définir avec eux, finalement, d'abord, on se ressente sur vous. Oui, mais j'ai mon proche. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que votre proche, il vit des moments difficiles. Donc, l'entretien, il n'est pas forcément très agréable parce qu'effectivement, on va poser des choses compliquées avec lui. Et du coup, l'idée, c'est qu'il nous fasse suffisamment confiance. Donc, sentir cette écoute déjà active, c'est important parce que ça va permettre aussi à l'aidant de se sentir en confiance et de pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et effectivement, de pouvoir peut-être lâcher un petit peu le côté de son proche et se centrer sur lui-même. C'est un long chemin. Ça ne se fait pas en une séance. C'est quelque chose qui demande du temps. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on laisse aussi ce temps. Le temps de cheminement où on a ce premier entretien. Puis finalement, après, il va revenir quand il veut, au moment où il le souhaite. Et il va saisir ce qu'il veut dans le dispositif. L'important pour nous, c'est qu'il ne se sente pas contraint. Ils ne sentent pas que ce soit une contrainte supplémentaire parce que, non pas que le proche soit une contrainte, moi je le dis toujours, le problème c'est pas le proche. Le problème c'est ce qui touche le proche. Et ça c'est pas pareil. Et la maladie, elle s'est mise aujourd'hui entre vous deux. C'est quelque chose qui va être difficile à vivre. Donc on ne triche pas. On dit, comme je disais tout à l'heure, des choses pas très agréables. Mais par contre, on a le mérite avec lui de pouvoir déposer les choses. Donc effectivement, souvent ça sort. C'est-à-dire qu'il vient de déposer le sac. Et c'est nécessaire de passer par l'émotion. Donc ce lieu d'accueil de l'émotion permet ensuite à l'aidant de bouger et peut-être se décentrer un petit peu de cette relation d'aide où parfois ils sont énormément impliqués
à parfois même malheureusement ne plus prendre soin d'eux. Et dans les rapports de ces aidants avec le reste de la famille, au-delà du patient, comment est-ce que vous leur donnez des clés? Est-ce que parfois il arrive que deux personnes d'une même famille viennent vous rencontrer? Comment vous gérez ces interactions familiales qui là aussi sont bouleversées par la maladie? Alors bien sûr, de plus en plus, le dispositif est jeune, il a 3 ans. Donc aujourd'hui, on a accompagné à peu près 300 aidants. On a de plus en plus d'enfants qui viennent nous voir. On se rend compte qu'effectivement, on a une part des enfants qui est un peu plus importante aujourd'hui. Et parfois, on se retrouve avec des fratries et parfois, on se retrouve avec des, entre guillemets, règlements de compte. Parce que quand la maladie arrive, eh bien, ça bouge le système. Donc nous, on s'est aussi formés sur des approches telles que la systémie pour comprendre et pour expliquer. Et on va expliquer aussi avec des mots simples en disant oui, aujourd'hui, ça modifie vos rapports. Peut-être que vous allez aussi chacun vous plus retrouver votre place parce que c'est pas si simple et que ça bouge les places. Et ça, c'est important d'en avoir conscience et on en discute avec eux. Donc parfois, oui, on se retrouve à des entretiens où on a les 2 enfants et le parent. Et ce qui est intéressant dans ces entretiens-là, et parfois on les provoque, c'est qu'ils entendent tous la même chose au même moment. Et entre l'interprétation des autres enfants, parfois, quand on n'a pas entendu tous la même chose, on peut en dire ce qu'on veut. Quand on a tous entendu la même chose, c'est pas pareil. Donc effectivement, c'est important de faire ce lien et de permettre aux gens de les aider en fait à se questionner sur finalement, c'est peut-être quoi ma place et qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter ou pas en tant qu'enfant, en tant que conjoint, en tant que parent parfois. Et finalement, c'est pas si simple. Ça se joue sur les systèmes, donc à nous aussi, professionnels, de pouvoir suffisamment nous former pour suffisamment les accompagner. Merci beaucoup. On va redonner la parole à Françoise Sariban donc, pour nous dire comment l'Association française des aidants aide les aidants, justement. Alors, à l'inverse de ma voisine, nous ne sommes pas en contact direct. Donc nous avons le Café des aidants, donc qui est un... moi, personnellement, j'ai assisté au premier Café des aidants sur Paris, quand j'ai commencé à accompagner ma mère. Et c'était une aidante qui avait eu l'idée d'imaginer cette réunion sociale, puisque dans un café, et on y tient beaucoup à l'association, c'est de maintenir un lien avec la société. Donc on est dans un café... on prend un café, on rencontre d'autres aidants et il y a une psychologue et un animateur et on réfléchit à partir d'un thème. Voilà. Donc notre grand comment dirais-je, action de soutien, c'est le réseau des cafés des aidants. Nous avons une deuxième action de soutien qui sont les formations. Là, on développe des formations aussi pour les aidants. Et puis nous avons un troisième axe qui est l'atelier santé. L'atelier santé, c'est un temps d'échange, de mise en pratique autour de l'impact de la relation d'aide. Voilà. On a aussi j'y pense que je ne l'ai pas écrit, c'est qu'on a sur Internet, on a un programme de formation à la relation aussi, que vous connaissez, voilà. Donc, voilà, ça c'est pour les aidants. Alors on a aussi, nous, des formations pour les professionnels et on développe, depuis 2 ans, on se développe vers l'entreprise et le salarié aidant. Où là aussi, on a des micro-formations qui marchent extrêmement bien et on développe aussi des cafés des aidants entreprises. Donc l'idée aussi, voilà, c'est de faire en sorte que chacun imagine que sa situation est unique, mais de les faire prendre conscience que d'autres personnes vivent la même chose et que dans ce que vous disiez, ils ont des demandes d'information et de formation et comment accéder à ces informations et à ces formations. Parce que les cafés des aidants, la particularité, c'est qu'il est thématique. Donc vous avez un thème par mois et donc l'aidant vient pour le thème qui l'intéresse. Du coup, à partir de ce thème, je pense qu'il se discute plein d'autres choses. Et puis surtout, on peut se trouver des copains en quelque sorte. Des gens qui vont vous donner des ressources. Tiens, moi je travaille avec telle structure. Voilà. Et donc c'est ce lien à la société, je trouve, qui est intéressant. Et dans la phase de Covid, c'est expérimenté le Café des aidants en visio.
qui a très bien marché pour les gens qui étaient à l'aide. La région de Strasbourg était extrêmement à l'aise sur le numérique et elle me racontait, parce que j'avais fait une petite enquête, qu'ils avaient des aidants qui n'avaient jamais vu. Mais par visio, ils pouvaient se connecter. En restant à domicile. En restant à domicile. Auprès de leurs proches. Oui, oui. Donc ça a très bien marché. Voilà, nous n'avons pas... Je pense qu'en fait, on pourrait réfléchir et imaginer... Enfin, moi, qui étais psychologue de formation, je me suis toujours dit, c'est quand même incroyable qu'on ne se mette pas autour d'une table pour imaginer un panel de possibilités d'accompagnement de façon à ce que chacun y trouve ce qu'il veut. Enfin, bon, je suis contente de voir que vous dites oui, mais bon... Moi aussi, je le pense, et en fait, ça ne se fait pas. Donc, on peut inventer, quoi. C'est ça que je veux dire. On peut inventer. Dans ce que vous dites, il faut une crise sanitaire pour qu'on se rende compte que la visio peut être un moyen pour ces gens qui sont, pour certains, emprisonnés au domicile, parce qu'on entendait parler de libérer à un moment donné si une enfant handicapée partait en masse. Donc, l'idée d'utiliser ces outils-là qui permettent d'échanger. Alors après, la difficulté peut-être pour eux, c'est... Comment rentrer, quand on est épuisé, on ne cherche plus l'information, on ne sait plus où la trouver. On entendait, même quand on leur dit où aller la chercher, c'est compliqué. Certains nous disent « Ah non, je ne veux pas en plus avoir affaire à ça, pour moi c'est trop. » C'est encore rester dans la maladie et dans cette problématique. Donc ce n'est pas toujours simple de leur permettre d'aller vers. Alors pour ce qui concerne l'aide et puis le soutien qu'on peut leur apporter, Lucie, tu peux nous parler un peu de ce que, enfin comme si je ne le savais pas, mais de ce que tu fais à l'HAD. Ce qu'on fait à l'HAD. Du coup, je reprendrai les propos de Charline qui disait l'écoute. Et je pense que la première chose qu'on fait tous auprès des aidants, c'est les écouter. Alors chaque membre à chaque place dans l'équipe HAD, on le fait. Ça a vraiment de l'impact en fait pour identifier, repérer les besoins, parce que la particularité de l'HAD, c'est qu'on intervient en fin de parcours de maladie. Donc il faut quand même proposer des choses rapidement, parce que souvent on a des aidants en face de nous qui sont épuisés ou à la limite d'être épuisés. Donc l'une des propositions qu'on fait fréquemment, c'est de proposer du temps de répit. Et en fait, ce temps de répit il peut avoir deux formes. La garde malade à domicile, du coup là, une auxiliaire de vie vient au domicile prendre en charge le patient pendant que l'aidant s'absente. Vraiment pour souffler. On n'est pas, on entendait dans les vidéos parler je vais faire mes courses, mais il n'y a pas que ça. Il y a ça peut être faire ses courses parce qu'on est dans l'alimentaire et on en a tous besoin, mais c'est aussi pour, moi je dis aller prendre le café chez une amie, marcher, s'aérer, voilà, vraiment cet intérêt-là. Et en plus, quand les patients sont en HAD, il y a la possibilité de prise en charge qui sont particulières, qui sont financièrement intéressantes et du coup, on n'a pas la limite financière. Donc ça, c'est important. Après, c'est pas toujours possible pour certaines demandes. Par exemple, des aidants qui veulent partir sur un week-end, partir en vacances, parce que c'est pas possible d'emmener leurs proches pour des questions matérielles, d'autonomie. Et du coup, là, on va plutôt proposer de l'hébergement temporaire. Donc autre accompagnement qu'on peut faire, parce qu'on a aussi des aidants qui sont actifs. Et il est important en fait de répondre. Et là, il n'y a pas de bonne solution. C'est vraiment en fonction d'où en est l'aidant. C'est soit il souhaite maintenir son activité professionnelle. Donc on l'accompagnera en trouvant des solutions pour assurer une présence au domicile, ou soit on l'accompagne sur une baisse d'activité professionnelle, ou même stopper temporairement son activité professionnelle. Et du coup, là, on sera vraiment dans la recherche plus de solutions financières pour lui permettre aussi d'être en sécurité financière en restant auprès de son proche. On voit quand même depuis quelques années que le statut d'aidant familial est reconnu au niveau sociétal, même s'il faut encore œuvrer, et ça je suis d'accord pour que ce statut soit encore mieux reconnu, mais dans certains cas spécifiques en fonction de l'âge du patient, de sa pathologie, mais aussi de la situation de l'aidant, il peut y avoir une reconnaissance financière aussi, ça passe par là, il ne faut pas l'oublier, de certains dispositifs départementaux.
Après, je voudrais aussi dire que l'HAD, les aidants, c'est vraiment quelque chose de... pour nous, qu'on parle des aidants déjà depuis des années. On a voulu œuvrer via la réponse à un appel à projet en proposant aux aidants des tentes socio-esthétiques financées par l'HAD. Et du coup, en ayant la volonté, vous prenez soin de nos patients, et nous, on prend soin de vous. Et ça, c'est une valeur forte, je pense. Oui, ça fait partie de ce qu'on peut leur apporter. Alors, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'ils se tissent des relations. C'est-à-dire que tu ne vas pas chez les gens juste pour remplir un dossier. Et la dimension que moi je trouve très intéressante, c'est que quelle que soit l'empathie qu'a un soignant, il sera toujours considéré par l'aidant comme un soignant, avec toujours l'arrière-pensée s'il dit quelque chose d'une interaction avec les soins. Et je crois que la liberté de pouvoir discuter avec quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas soignant, c'est quelque chose d'important, parce que la parole est, je pense, plus libre, même si... C'est une part d'humilité qu'on doit avoir quand on est soignant. On a beau penser qu'on les écoute bien, ils n'oublient jamais cette dimension-là. Et je crois que c'est important qu'ils aient les ressources quand la vie sociale a éclaté et que personne ne vient les voir, pour pouvoir échanger avec des personnes, ce qui te permet de discuter avec quelqu'un bien au-delà de la démarche administrative. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Pour moi, la démarche administrative, elle n'est qu'un support à l'échange. On est là parce que on fait peut-être un dossier, mais ce qui compte, c'est tout ce qui se passe autour. Donc c'est vraiment, on est là à des moments particuliers de leur vie. Ça se disait aussi sur la première table ronde, où en fait, on est là, sur des moments courts mais intenses, où la relation humaine, elle est forte. Voilà. Merci. On va donner la parole à Laure pour passer à la conclusion. Merci beaucoup pour ces échanges. Et Laure, si tu veux bien conclure. Merci beaucoup. Je vais donc essayer de conclure cette partie sur les aidants. Comment peut-on faire? En essayant de reprendre quelques phrases clés que j'ai pu repérer durant ces tables rondes. Comment s'ajuster au plus près des besoins des aidants? Les aider à trouver leurs propres ressources? Comment les accompagner pour accepter de prendre soin d'eux? Travailler en équipe pour ça? Psychologues, socio-esthéticiennes, bénévoles, associations, assistantes sociales et j'en passe. Accepter des fois de ne pas avoir de réponse. Comment les accompagner dans leur propre rythme psychique qui peut être différent de celui du patient. Comment créer de la confiance réciproque pour que nous, on puisse leur faire confiance dans ce qu'ils nous disent des patients, et pour qu'ils puissent nous faire confiance le jour où il faudra les alerter sur les limites atteintes. Là, c'est trop, vous ne pouvez plus, vous êtes trop fatigués. La notion de temporalité, par les temps de détente qu'on peut leur proposer, qu'ils puissent accepter, tenir dans la durée, le temps de cheminement. Comment peut-on valoriser ce qu'ils font et ce qu'ils sont? Et j'aurais envie de reprendre l'étymologie du mot « accompagner », qui signifie partager le pain en vue d'eux, c'est-à-dire qu'on est dans un processus dynamique, un processus de vie. Et j'aurais envie de reprendre le mot qu'ils ont beaucoup cité des aidants, qui est celui de l'amour. Ils font ça par amour, cet amour qui est décuplé face à la vulnérabilité. Et je vais laisser la place et la parole maintenant à Alexandra Moreau, notre directrice, pour conclure cette assemblée générale, ainsi qu'à Madame Françoise Sariban. Merci beaucoup.
merci à tous les intervenants pour ces 2 tables rondes. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce soir à travers ces échanges et ces témoignages qui nous ont tous, je crois, beaucoup émus. Enfin, en tout cas, moi en particulier, c'est sûr. Pourtant, j'ai vu ces vidéos plusieurs fois et à chaque fois, ça me procure beaucoup d'émotions. Je remercie les membres de notre commission des usagers qui ont porté très haut cette thématique du soutien des aidants. Parce qu'effectivement, c'est un thème qu'on souhaitait évoquer depuis plusieurs années déjà au cours d'une assemblée générale ou d'une soirée. Je remercie aussi tous les professionnels, les partenaires pour toutes les actions qu'ils mènent auprès de nos patients et de leurs aidants au quotidien. En tout cas, je pense que Madame Sabiran sera d'accord. Une soirée ne suffit pas à répondre et à évoquer toutes les situations, toutes les problématiques qui tournent autour des aidants. Mais en tout cas, ça nous a permis de les mettre en lumière quelques instants et ça nous a donné envie, je pense à tous, de pouvoir créer d'autres moments d'échange sur cette thématique, car l'aidant occupe en HAD une place prépondérante, comme on l'a dit, et il est souvent le pilier d'une bonne prise en charge du patient en HAD. Donc, je vais vous passer la parole, Madame Sabiran, pour cette conclusion. Non, je voudrais la petite usine. Voilà. Voilà. Alors, je voulais apporter comme conclusion un extrait d'une étude que l'Association française des aidants a initiée avec AG2R La Mondiale. C'est une étude qui est partie de l'idée que les aidants qui ont arrêté de travailler, quand ils veulent revenir à l'emploi, on leur propose les métiers du care. Sauf que tout le monde n'a pas envie de se mettre dans les métiers du care. Et donc, il y a vraiment une grosse étude qui s'est faite avec des focus group, avec une comparaison avec la littérature étrangère. Et moi, je faisais partie du groupe d'experts. Et cette étude a modélisé le processus de l'aide familiale sous la forme d'une unité de production, dont l'aidant est le manager. Voilà. Donc, à gauche, les ressources. L'aidant, il doit trouver une solution par rapport à la santé, par exemple. Il va mobiliser ses ressources, donc il va produire pour trouver la solution santé. Évidemment, dans un contexte de contrainte, puisqu'il est en tension entre l'urgence, entre sa vie, voilà. Et ce que je trouve, moi, vraiment intéressant avec cette idée-là, c'est que, d'une part, on sort de l'effondrement, et on se dit ce qui existe déjà dans l'analyse du travail, c'est que quand on se trouve en analyse du travail face à un problème, eh bien, tout individu va mobiliser un ensemble de savoirs et la combinaison de ces savoirs crée de la compétence. Voilà. Et ce modèle-là, on pourrait tout à fait l'apporter à l'aidance. Et du coup, l'aidant, quand il a assuré la gestion de la dépendance de son proche, il a construit de la compétence. Donc, il s'agirait maintenant, et on a aussi construit des outils, d'identifier ces compétences de façon à ce qu'il puisse les valoriser au niveau de l'emploi. Voilà. Donc, on sort totalement des métiers du care et on apporte une valorisation nouvelle sur cette phase, certes lourde, mais qui aussi est créatrice d'une richesse personnelle. Et moi, j'aimais bien terminer sur cette idée parce que je trouve que ça ouvre la représentation de l'aidant. Je vous passe la parole. Oui, je trouve ça vraiment très intéressant, effectivement, ce rapport à l'entreprise, en fait. On peut dire ce lien que vous faites entre le travail de l'aidant, le travail en entreprise. Et là, sur le fait que lui, il est une sorte de manager d'une petite entreprise, il produit. Mais on peut dire aussi que chaque intervenant produit. Du coup, on regarde les interventions à domicile autrement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette ouverture, cette perspective que ça nous donne. C'est toujours enrichissant. Pour conclure, on va donner le dernier mot de cette conférence et de cette soirée
à ceux qui ont éclairé cette soirée, à ceux qu'on a mis en lumière aussi, pour les remercier. Et ce sont eux qui vont donner le seul mot de la fin. Ceux qui étaient sous les projecteurs de cette soirée, aux aidants, merci à eux. Merci à vous tous et à l'année prochaine. Force. Force et courage, oui. C'est lui qui a trouvé les deux mots. Hein. C'est un sacerdoce. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais quand même. C'était merci la Chadé d'avoir pu accompagner ma mère jusqu'à la fin comme ça. Un grand merci. Et là maintenant, je vais pleurer. Vous pouvez. C'est sans doute tout bête, mais c'est de l'amour, je pense. Hein, disons que ça doit exister quand même, l'amour. Je pense que oui, l'adaptation est peut-être le mot qui correspond le mieux. Je ne sais pas quel mot je vais trouver, mais il faut beaucoup d'amour pour faire ce genre de choses.